Alors, s'il vous plaît, bonjour tout le monde. Dans cette belle journée, il nous fait plaisir d'être en crédit budgétaire. Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions vertes. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du volet Relations canadiennes des crédits budgétaires du portefeuille Conseil exécutif pour l'exercice financier 2026-2027. Une enveloppe d'1 heure a été allouée pour l'étude de ces crédits. Avant de débuter, M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Grondin-Argentin est remplacée par Mme Lachance-Bellechasse, Mme Etayane Laval-des-Rapides par M. Jacques Mégantic, Mme Lecourt-Lobinière-Frontenac par Mme Gendron-Châteauguay et Mme Macron-Westmont-Saint-Louis par M. Tanguy-Lafontaine. Comme vous savez, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. La mise au voie de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit vers 12h30. Alors, Monsieur le député de Lafontaine, pour un premier bloc de 15 minutes. Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, vous saluer. Merci de présider nos travaux. Saluer Monsieur le ministre et toute l'équipe qui l'accompagne. Saluer les collègues de la banquette ministérielle et des oppositions également. Monsieur le ministre, combien votre ministère a-t-il de cartes de crédit? D'abord, salutations à tout le monde, salutations aux collègues de l'opposition, salutations aux collègues gouvernementaux, à l'équipe qui m'accompagne. Combien avons-nous de cartes de crédit au SQRC? Je vais demander à Mme Bissonnette, ce ne sera pas long. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes consentant à ce que Mme Bissonnette réponde? Oui, allez-y. Allez-y. On est en train de faire les vérifications. On en aurait environ 5 dans les bureaux, donc dans les représentations du Québec au Canada. Il y en a une à mon bureau. Il y en a une pour moi. Donc, ça fait 5. Excusez-moi, donc il y en aurait 6 en tout, si je comprends bien. 5 au bureau du... 5 dans les bureaux du Québec. Donc, en fait, une par bureau, pardon, trop. Et 2 à mon bureau. Une pour moi et une au bureau de mon équipe. OK. Quelles sont les limites de ces cartes de crédit? Honnêtement, Non, mais on va devoir revenir pour... on peut peut-être donner l'information un peu plus tard, là, si vous n'avez pas d'envie. L'information durant cette séance, la faire parvenir à la commission, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Avez-vous nommé votre personne, Monsieur le ministre, votre personne responsable au secrétariat des cartes de crédit? Vous le savez, mais vous, Monsieur le ministre, vous ne le savez pas? Je suis une personne responsable Oui. des cartes de crédit. Oui, une personne responsable. Moi, je me fie à la secrétaire générale associée au SQRC qui s'occupe des personnes qui sont détentrices des cartes de crédit. Et avec votre consentement, je la laisserai le confirmer. Oui, consentement. Oui, les cartes de crédit sont sous la responsabilité de mon bureau. Tous les comptes doivent être révisés par des personnes de mon bureau. Et comme on fait partie du ministère du Conseil exécutif, les comptes sont aussi validés par la direction des ressources financières du Conseil exécutif avant les paiements, pour toutes les cartes. C'est la même chose pour tous les secrétariats qui sont partie intégrante du ministère du Conseil exécutif. Okay. Avez-vous payé dans la dernière année des frais de retard? Pour le secrétariat du Québec aux relations canadiennes, ça aussi, je vais demander de vérifier spécifiquement, mais habituellement, on paie dans les délais et on n'est pas dans des histoires comme on en a vu dans les médias dans les dernières années ailleurs. OK. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur le Président, là... On parle de sous à l'occasion. Pardon? On peut parler de quelques sous à l'occasion, mais de façon exceptionnelle. Non, mais en fait, on va faire la vérification qui s'impose et Oui. on va partager l'information avec vous. Super, parfait. Alors, Monsieur le Président, juste pour résumer, ce qu'on appelait, puis Monsieur le ministre, on appelait ça des engagements quand on faisait des interrogatoires hors cours. Vous étiez avocat en litige commercial, c'est ça? Ou en droit du travail? En droit du travail Mais vous avez fait du litige. aussi. Donc, les fameux engagements pour les interros hors cours. Mais c'est dit de façon amicale et sûr. très, très diplomate. Alors, ce qu'on faisait, Monsieur le Président, c'est qu'on précisait pour la sténographe l'engagement. Alors, l'engagement serait de savoir, de confirmer effectivement qu'il y aurait 7 cartes de crédit, 5 plus 2, et de voir les limites. J'aimerais savoir les limites pour chacune de ces cartes de crédit-là. Également, les détails de la dernière année, parce qu'on parle des crédits budgétaires, donc je ne vous demande pas de remonter jusqu'à Mathusalem, mais pour 2025-2026, le détail des états de compte, s'il vous plaît, et de peut-être illustrer les frais de retard auxquels vous faites référence, là, quels seraient-ils, si d'aventure c'est effectivement le cas?
Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, on a l'engagement, c'est correct, dans les meilleurs délais. Ça ne sera pas exhaustif, c'est 7 états de compte. Super. Donc, de transmettre à la commission, bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur le député Lafontaine. Avec Le tout frais à suivre. Monsieur le Président, les collègues, je vous rassure. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Il y a 24 membres bénévoles. Ça a été annoncé le 21 avril dernier. Là-dessus, il y a des anciens élus, gens d'affaires, dirigeants syndicaux. Il y a plusieurs Québécois. Il y a des Québécois. Par contre, il y a, et on souligne, l'absence d'un représentant du Québec ou d'une représentante pour la culture du Québec. Ça a été déploré par plusieurs. Donc, on veut s'assurer que l'exception culturelle québécoise, la société distincte qu'est le Québec, soit tenue en compte dans les discussions. Qu'en est-il, Monsieur le ministre? Est-ce qu'on a eu gain de cause? C'est un comité qui est consultatif. Ouais. Évidemment, c'est un comité consultatif, vous l'avez bien mentionné, sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis qui a été formé par Ottawa. Et l'exception culturelle à laquelle vous faites référence, elle est constamment défendue par la première ministre du Québec. Donc, je sais qu'il y a 24 personnes représentantes, il y a des personnes du Québec et il n'y a pas nécessairement de mission spécifique inhérente à chacune des personnes. Donc, l'exception culturelle, elle est quand même véhiculée par la première ministre du Québec. Mais est-ce que la première ministre est membre du comité consultatif? Non, mais elle est constamment en communication avec le premier ministre du Canada et on est en communication avec Mme Janice Charette, qui est la négociatrice en chef pour la révision de l'ACEUM avec les États-Unis. Donc, on a des corridors de communication avec le ministère de l'Économie, Innovation, Énergie, le secrétariat québécois aux relations canadiennes, mais oui, il y a des communications. Donc, si je comprends bien, vous ne ferez aucune représentation pour donner suite à la demande qui est une représentante ou un représentant culturel du Québec sur ce comité. Vous ne ferez aucune représentation quant à ça. Ce que j'ai mentionné, c'est que l'exception culturelle est défendue et la première ministre du Québec est en contact constant avec le premier ministre du Canada et nos équipes SQRC, ministère de l'Économie, Relations internationales aussi, sont en communication avec Mme Charette, qui est la négociatrice en chef nommée par le premier ministre du Canada. Que répond le ministre à son collègue ministre de la Culture qui, le 22 avril dernier, disait précisément, je le cite, « Je pense que c'est une évidence que le milieu de la culture québécoise doit être représenté dans ce comité. » Que répondez-vous à votre collègue de la Culture? Bien, rappelez-vous aussi qu'on a fait la nomination récemment de Mme Louise Blais, qui a un parcours académique, professionnel et diplomatique particulièrement impressionnant pour représenter le Québec dans l'ensemble de ses intérêts, qu'ils soient de nature sociale, culturelle ou économique. Et Mme Louise Blais, je n'ai pas besoin de faire sa présentation. Et donc, c'est partagé, c'est connu, et on anticipe que le Québec va prendre sa place, va être en mesure non seulement de promotionner, mais de défendre adéquatement ses intérêts. Mais vous n'êtes donc pas d'accord avec votre collègue qui dit que c'était une évidence que ça prenait quelqu'un de la culture? Bien, moi, je dis, à ce stade-ci, c'est la première ministre du Québec, c'est Mme Louise Blais, c'est nos interlocuteurs au sein du comité consultatif avec lesquels on peut avoir des échanges, peu importe les personnes qui font partie de ce comité consultatif-là. La communication, la collaboration sont des clés nous permettant de véhiculer puis de défendre les intérêts du Québec. Est-ce que Mme Blais est membre du comité consultatif? À ma connaissance. Donc, le travail se fait à l'extérieur du comité consultatif?
Bien, le processus de révision de l'ACEOM, il se fait de différentes façons, collègues. Vous le savez, collègues de La Fontaine, c'est pas le comité seul qui représente le Canada. Il y a aussi de la diplomatie économique, il y a aussi des contacts que nous pouvons avoir des contacts dans nos ministères respectifs avec nos homologues à Ottawa et les représentants, la délégation du Québec à Washington, les délégations du Québec. Et donc, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce processus de révision. Est-il vrai que le ministre de la Culture vous aurait, à vous personnellement, des représentations quant à ce point-là? Il ne m'en a pas fait personnellement. J'ai partagé avec lui sa préoccupation. Il est tout à fait conscient de ce qui a été décidé, des personnes qui représentent les intérêts du Québec au comité consultatif. Mais je le répète, on a un collègue aux relations internationales, on a un collègue à l'économie, innovation et énergie. On est plusieurs collègues qui travaillons en équipe, en collaboration avec nos homologues à Ottawa, avec la délégation générale du Québec à Washington, avec Benjamin Belair, et il y a des contacts. Et je vous rappellerai que la première ministre du Québec est allée à Washington, elle a rencontré notamment M. Greer et beaucoup d'intervenants pour faire la promotion puis la défense des intérêts, notamment économiques du Québec, particulièrement les secteurs qui sont visés par les tarifs. Est-ce que vous avez eu confirmation que le ministre de la Culture est d'accord maintenant avec vous et s'est rendu à votre point? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Je pense qu'il est tout à fait conscient des démarches et il fait partie des processus décisionnels qui mènent à la capacité, à l'exercice du potentiel québécois de défendre ses intérêts. Puis la diplomatie économique du Québec, là, ça permet aussi, collègues, d'ouvrir des portes dans des secteurs stratégiques. La défense, l'agroalimentaire, la santé, les technologies, la culture et la créativité numérique. De La Fontaine. Merci beaucoup. L'Observatoire de recherche sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne, qui a été lancé en octobre 2025 par, à l'époque, votre prédécesseur, le ministre. Combien d'argent a été mis là-dedans en date du 31 mars 2026? Laissez-moi vérifier. C'est 100 000 par année sur 5 ans, puis on est dans une demi-année. OK. Alors, l'investissement prévu, c'est 500 000 sur 5 ans. Comme on est dans la première demi-année, donc c'est 100 000, c'est 50 de 100 000, 50 000 $. Mais ça, vous le confirmez, c'est 50, au-delà de l'arithmétique, calendrier, vous confirmez que 50 000, OK. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont produit depuis? Donc, on est en attente du rapport annuel qui sera produit le 31 mai. Donc, incessamment. Est-ce que Guillaume Rousseau fait partie de cet observatoire-là? Pardon? Est-ce que Guillaume Rousseau est membre de l'observatoire? Bien, il faisait partie du comité avec Mme Pelchat qui a recommandé la création de cet observatoire de recherche sur les enjeux constitutionnels du Québec. Est-ce qu'il fait partie de l'observatoire? Laissez-moi le vérifier. Non, mais lui, est-ce qu'il est membre? C'est Félix Mathieu qui est directeur de l'Observatoire. C'est Félix Mathieu qui est directeur de l'Observatoire. Et Dave Guénette aussi. Donc, à prime abord, Guillaume Rousseau n'est pas impliqué de près ou de loin avec ça? Bien, il est impliqué dans la création, dans l'idée, dans la génération de l'encadrement de l'Observatoire, mais c'est une équipe qui est là actuellement à l'Observatoire et je n'ai pas d'informations qui me permettent de dire qu'il est engagé dans les travaux de l'Observatoire. Parce qu'il est professeur à la faculté de droit de l'Université Sherbrooke et c'est en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. Alors, comment pourrions-nous affirmer qu'il n'est pas impliqué? Il est impliqué comme professeur. Une minute. Compris la question. Monsieur le député La Fontaine. Il est professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Oui. Or, l'Université de Sherbrooke est l'un des deux partenaires à cet observatoire-là. Oui. Mais vous pouvez affirmer qu'il n'est pas, à ce titre-là, impliqué dans l'observatoire. Il n'est pas en charge, il n'est pas sur le comité directeur, me mentionne-t-on, mais évidemment, comme professeur,
il est impliqué comme partenaire, comme professeur de droit à la faculté de l'Université de Sherbrooke. Il peut être impliqué comme partenaire, mais pas comme dans l'équipe de direction. C'est ce qu'on me dit. Parfait. Là, vous avez mentionné 2 noms de personnes qui font partie de l'équipe de direction qui sont rémunérées, n'est-ce pas? Rapidement, M. le ministre, il reste quelques secondes dans ce bloc. Donc, ils ne sont pas rémunérés. L'information qu'on me partage ne sont pas rémunérés, mais sur le 100 000, il y a 18 de frais de gestion, mais ils ne font pas l'objet de rémunération spécifique. Merci beaucoup. Monsieur le député Jean Lesage, en remplacement de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, s'il vous plaît, pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. En ce moment, une des choses qui va avoir un impact le plus déterminant sur l'économie du Québec, c'est les négociations de traités commerciaux avec les États-Unis et le Mexique. On sait que, évidemment, c'est le gouvernement canadien qui négocie à notre place, avec tous les risques que ça fait courir à l'économie québécoise. Le Canada est un pays avec des intérêts économiques très différents d'une province à l'autre. Et on sait que les intérêts économiques du Québec ne sont pas toujours bien défendus, notamment la question de la gestion de l'offre. Dans des articles de journaux, on a vu dans les derniers mois que les Américains ne se cachent pas du tout de voir abolir la gestion de l'offre au Québec, qui protège évidemment le modèle de ferme familiale, notamment pour l'industrie laitière, pour les œufs. Il est possible que l'industrie laitière puis que la gestion de l'offre soit abandonnée par Ottawa pour obtenir des gains pour les intérêts économiques de l'Ouest. C'est la position difficile dans laquelle nous sommes comme province canadienne. Qu'est-ce que le ministre des Relations canadiennes va faire et quel rapport de force va-t-il utiliser pour protéger la gestion de l'offre si Ottawa décide de la sacrifier? Merci. D'abord, salutations aux collègues de Jean Lesage. Ce que je vais faire dans l'immédiat, vous le savez, hein, on travaille à négocier des ententes avec Ottawa dans le processus de révision de l'ACOM. On travaille aussi en coopération avec mon collègue des Relations internationales, avec mon collègue de l'économie-innovation, avec la première ministre du Québec. On travaille en équipe pour faire la promotion de nos intérêts, puis la gestion de l'offre en fait partie. Puis il y a des secteurs comme l'acier, l'aluminium, l'industrie forestière aussi qui font partie de nos intérêts. On a nommé récemment Mme Louise Blais pour nous représenter. On a une délégation générale à Washington, donc on le fait à travers notre écosystème national et international pour s'assurer que les intérêts du Québec sont bien respectés. À l'interne, si vous me posez la question, on a mis en place beaucoup de programmes pour soutenir nos entreprises, pour les accompagner dans le contexte où on a besoin Jean Lesage, s'il vous plaît. Oui. Bien, j'aimerais que le ministre réponde comme plus précisément à la question, parce que je comprends que là, il essaie de me dire, dans le fond, on va s'arranger pour qu'un scénario pareil n'arrive jamais, mais on sait que la pression est forte. On sait que le président américain négocie de façon très, disons, forcenée, là, puis ardue. Alors, si la gestion de l'offre est mise au ballottage par le Canada, qu'est-ce que le ministre des Relations canadiennes du Québec va faire pour empêcher ça et protéger notre agriculture? Quel rapport de force a-t-il à sa disposition? En a-t-il un? Bien, il n'est pas question de mettre au ballottage la gestion de l'offre. Vous le savez à quel point c'est fondamental pour une industrie qui joue un rôle aussi crucial. Et moi, j'en parle à chaque occasion avec mes homologues à Ottawa. J'ai eu des discussions avec le ministre des Finances, j'ai eu des discussions avec le lieutenant du Québec à Ottawa, M. Lightbound, M. Champagne et les autres. On est en communication avec M. Leblanc. Et je pense que les déclarations publiques, au-delà des actions bilatérales, au-delà de nos interventions avec notre délégation générale du Québec à Washington, on le dit haut et fort que c'est une priorité. Et j'aime pas dire que c'est non négociable, mais dans mon esprit, la gestion de l'offre, elle doit être conservée dans son intégralité. Je pense que ça, c'est un incontournable. On a parlé de l'exception culturelle, on a parlé des autres entreprises
dans les secteurs qui sont affectés par les tarifs. Donc, c'est un ensemble de mesures, un ensemble aussi de communications qui nous permettent de faire constamment la promotion de nos intérêts, notamment la gestion de l'offre. Merci, M. le ministre. J'avoue qu'au fond, ce que votre absence de réponse à la question « Quel rapport de force utiliseriez-vous dans cette situation-là » nous montre bien que, dans le fond, vous sentez que vous n'avez pas de rapport de force, ce qui est un argument de plus pour l'indépendance du Québec. Il y a en fin de semaine un rapport qui est sorti émanant de la société civile, un rapport qui a été diffusé, une consultation des Oui Québec et qui a consulté plus de 50 organisations de la société civile, tant des organisations économiques que communautaires ou syndicales, et qui ont fait des rapports sur notamment le sentiment de dépossession qui semble très partagé parmi les gens qui ont été consultés, sentiment de ne pas avoir de pouvoir sur l'ordre des choses, sentiment aussi que le vivre ensemble était mis à mal dans les dernières années. Est-ce que vous sentez que, comme gouvernement, vous avez, disons, des réflexions à faire par rapport à ces constats de la société civile? Et le principal constat, vous le définiriez de quelle manière? Bien, j'en ai nommé deux parmi les différents constats, mais un qui est le sentiment de se sentir dépossédé du pouvoir, le sentiment de ne pas avoir de pouvoir. Il est évoqué dans le rapport, l'abolition de certains contre-pouvoirs, notamment des lois par rapport aux droits syndicaux, notamment la Constitution, le projet de loi 1 qui a été proposé, toutes ces choses-là. Et puis aussi l'autre, c'est le sentiment de vivre ensemble, comme s'il y avait cette espèce d'antagonisation entre les Québécois et Québécoises issus de l'immigration versus la collectivité. Alors, est-ce que vous sentez que ce rapport-là, qui est une consultation finalement de la société civile du Québec, est-ce que c'est quelque chose que vous allez analyser et qui va vous amener des réflexions? Bien, c'est sûr qu'il faut être constamment en réflexion, puis je peux comprendre des constats. En termes de dépossession de pouvoir, je peux comprendre qu'il y a un argumentaire. Vous référez notamment aux syndicats. Je ne reviendrai pas sur les mesures qu'on a adoptées, notamment une loi pour considérer davantage les besoins de la population en cas de grève, puis pour assurer une meilleure gouvernance syndicale. Mais comme ministre responsable du SQRC, mon approche, c'est de collaborer dans le respect des compétences puis des priorités du Québec, collaborer partout où ça peut être utile. Puis ce constat-là de dépossession du pouvoir, bien, il faut tendre la main à ceux qui ont cette perception-là. On travaille ensemble, on est des élus, et je suis capable de travailler avec des élus de toutes les formations politiques. Je l'ai fait en commission parlementaire. Donc, moi, je tiendrais plus un discours pour rassurer qu'on est en action. Puis pour le vivre ensemble, Merci. Je pense que c'est la même dynamique qu'il faut rassurer. Merci. Monsieur le député Jean Lesage, il reste 2 minutes 15 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le ministre, une dernière question importante. T'sais, on parlait de rapport de force et tout ça. Il y a une des promesses fortes de la CAQ, je pense qu'il date de 2015, qui était de créer un rapport d'impôt unique au Québec, un rapport d'impôt unique géré par le Québec. Aujourd'hui, probablement que si vous l'aviez fait, on aurait un rapport de force très fort pour n'importe quel bras de fer potentiel avec Ottawa où il essaie de prendre des décisions qui sont contre nos intérêts. Qu'est-ce qui a fait que votre gouvernement a reculé devant cette... Puis là, je ne porte pas de jugement, là, je veux juste savoir quel mécanisme, quel obstacle s'est trouvé devant vous pour faire un rapport d'impôt unique, parce que j'imagine que vous auriez voulu le faire, vous l'avez promis, vous trouviez que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? C'est quoi le mécanisme? Bien, d'abord, je profite de l'occasion pour réitérer qu'on est favorable à une déclaration d'impôt unique. Non seulement ça simplifierait la vie des contribuables québécois, nous avons l'expertise à Revenu Québec, donc il faut continuer d'aller dans cette direction-là. On travaille beaucoup actuellement à automatiser les déclarations d'impôt pour les personnes en situation de vulnérabilité, pour les primes au travail, pour les montants d'argent qui proviennent de la composante TVQ du crédit d'impôt pour la solidarité sociale. C'est de poursuivre les communications. Il y a une diversité d'enjeux. Ça en fait partie. Mais si vous cherchez à savoir si on est toujours favorable à ça, oui.
Et donc, c'est d'accélérer les discussions. Et moi, j'ai l'intention, parce que je viens d'arriver avec cette responsabilité-là, d'en discuter avec mes homologues à Ottawa. Je veux dire, on a l'expertise, on est capable de le faire, puis c'est bénéfique pour les Québécois. Rapidement, M. le député Jean Lesage, il reste très peu de temps. Je suis content de savoir que vous n'avez pas abandonné. Il ne reste pas bien de temps avant la fin de la game, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Au moins que l'idée survive au-delà des prochaines élections dans plusieurs partis politiques, c'est une bonne chose. Alors, je vous invite à ne pas la lâcher. Merci beaucoup. M. le député d'Arthabasca, en remplacement de la députée de Chicoutimi, pour 9 minutes 45, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Salutations, collègues, Monsieur le ministre. Salutations aux équipes aussi. Merci de vous prêter à l'exercice. Je vais faire un peu de millage sur ce que disait mon collègue, le député Jean Lesage. Vous parlez d'intention pour le rapport d'impôt unique, par exemple, mais est-ce que vous parlez encore de revendication? Et là, on faisait référence au nouveau projet pour les nationalistes du Québec de 2015. Dans ce projet-là, je le cite, on parle d'un plan revendicateur engagé à obtenir des résultats concrets avec des actions vigoureuses. Là, je cite encore une fois le plan pour les nationalistes du Québec de 2015. Évidemment, moi, je mets ça en parallèle avec ce que j'ai entendu de la première ministre il n'y a pas si longtemps en réaction à la mise à jour économique à Ottawa, quand elle parle de ne pas déchirer sa chemise d'emblée dans ses échanges avec Ottawa, affirmant privilégier une collaboration. Vous aviez parlé aussi, Monsieur le ministre, de collaboration avec Ottawa. Là, vous dites que vous avez toujours l'intention d'aller, d'obtenir peut-être un jour un rapport d'impôt unique, mais on a fait des demandes d'information, nous, au Parti québécois, en tout cas pour le troisième groupe d'opposition, sur les démarches qui ont été réalisées dans la dernière année pour obtenir ces demandes traditionnelles-là que vous avez portées, que François Legault, entre autres, a portées. Et ce qu'on voit, c'est que dans la dernière année, il n'y a eu aucune intervention sur le rapport d'impôt unique, sur le transfert de points d'impôt, sur le rapatriement des pouvoirs en culture, sur l'encadrement du pouvoir de dépenser. Donc, ma première question, est-ce que ce plan pour les nationalistes du Québec est devenu caduc pour votre gouvernement? Sur la déclaration d'impôt unique, il n'y a pas eu de représentation dans la dernière année. Mais dans la dernière année, on a fait des ententes qui sont extrêmement bénéfiques pour les Québécois, Québécoises, dans le respect de nos champs de compétences, puis aussi dans le respect des priorités historiques du Québec. Puis je pourrais parler de Maison Canada en matière d'habitation, où le droit de regard est à la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est une possibilité que le Québec gère en fonction de ses besoins en matière d'habitation. Il y a eu l'accord Canada-Québec sur la santé mentale des jeunes. C'est 70,8 millions de 2025-26 à 28-29. C'est un exemple d'entente, collègues, asymétrique qui respecte les façons de faire du Québec parce que ça soutient les services qui sont déjà mis en application au Québec en vertu d'un plan d'action interministériel santé mentale des jeunes. Laissez-moi deux autres, si vous me le permettez. Il y a l'entente modificatrice pour le développement du marché du travail. Vous savez que la main-d'œuvre, ça relève du Québec exclusivement suite à l'entente qui avait été faite en 97 entre M. Chrétien et M. Bouchard. Notamment, c'est 122 511 000 supplémentaires pour les années 25, 26, Merci. 27, 28. Puis Merci, le fédéral... Monsieur le député d'Arthabasca, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on parle ici davantage d'entente administrative que de demande traditionnelle du Québec? Pardon? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on parle ici d'entente administrative davantage que de demande traditionnelle pour le gouvernement du Québec? C'est des ententes qui génèrent des résultats concrets pour les Québécois, Québécoises. Et si vous voulez d'autres mesures ou projets de loi, parlons de la laïcité, parlons de la clause dérogatoire, parlons de l'abolition du serment du roi, parlons de la Constitution, parlons de l'autonomie constitutionnelle, de la nomination des juges, la langue française. Il y a eu beaucoup d'interventions. Puis enfin, il y a eu les rénovations éco-énergétiques, là, parce que je parlais du marché du travail, mais on pourrait en parler longtemps. Il y a un inventaire
intéressant. Bien, c'est pour ça que je vous demandais si ce rapport-là est caduc. Parce qu'il y avait 21 demandes bien spécifiques qui, sans vouloir manquer de respect à ce qui a été fait comme travail, vont beaucoup plus loin qu'une entente sur des millions de dollars ou un programme ou un formulaire. Là, on parle, par exemple, d'un rapatriement de pouvoir en culture, rapatriement de pouvoir en immigration. Est-ce qu'il y a du chemin qui a été fait là-dessus? En fait, la question que je vous pose très clairement, là, est-ce que vous comptez toujours rapatrier des pouvoirs d'Ottawa? Non pas des ententes défensives en administration pour pas qu'ils empiètent sur nos compétences. Est-ce que vous comptez toujours faire aller chercher des pouvoirs à Ottawa? Si oui, lesquels? Bien, notamment en immigration. Puis il y en a eu des discussions, il y en a eu des pourparlers au-delà des ententes, des actions qui sont porteuses, ainsi que l'énumération des projets de loi que je viens de partager avec vous. Mon collègue à l'immigration, il y a des échanges avec son collègue, puis je ne sais pas si je peux entrer dans les détails du système d'immigration, qui n'est pas simple, mais pour le programme de mobilité internationale, oui, il y a des demandes, oui, il y a des discussions entre mon collègue ici à Québec et son homologue à Ottawa pour le rapatriement de la détermination du seuil de travailleurs étrangers temporaires. Il y a des discussions aussi concernant les demandeurs d'asile. Vous le savez que dans les résidents non permanents au Québec, il y en a 35 % qui sont des demandeurs d'asile, alors que c'est 16,7 %. Oui, il y en a des discussions là où on peut faire des gains. Il y a des bénéfices pour les Québécois, Québécoises. Il y a surtout le respect des champs de compétences. Comme vous savez, la Constitution partage les compétences en 2 ordres de gouvernement. Tout ce qui est sous le chapeau québécois est protégé de la façon la plus... Mais vous êtes d'accord, M. le ministre, qu'il y a une différence entre défendre nos champs de compétences et revendiquer des pouvoirs. Le plan de la CAQ, c'était d'aller chercher des pouvoirs au départ. Corrigez-moi si je me trompe. Moi, ce que je vois en immigration, c'est qu'il y a eu une seule lettre qui a été transmise le 27 mai 2025 pour obtenir plus de pouvoirs en immigration. Est-ce que vous considérez ça que c'est un geste fort pour aller chercher des pouvoirs à Ottawa? Bien, il n'y a pas que les correspondances, mais il y en a eu une plus récente. D'ailleurs, il y a à peu près 2 semaines, là, je ne suis pas capable de donner la date précise, mais je le répète. Ce à quoi vous faites référence, c'est aussi évolutif. Il faut tenir compte des besoins actuels quand on réfère à la santé mentale des jeunes, quand on parle d'habitation, quand on parle de développement du marché du travail, quand on parle de rénovation éco-énergétique, c'est des résultats concrets. C'est ça que la collaboration nous amène. Les chicanes, c'est pas ce que les Québécois souhaitent. Puis en matière de laïcité, de langue, de nomination des juges, oui, il y a eu du travail qui est constant puis qui est incessant. On va continuer de travailler dans la même direction. Je comprends, M. le ministre, qu'il y a un changement d'approche complet par rapport à M. Legault, qui parlait de louisianisation du Québec si on n'obtenait pas des pouvoirs en immigration. Donc, est-ce que, pour vous, c'est pas vrai qu'il y avait une louisianisation du Québec? Ou alors, c'est que ce plan-là est caduc, on n'est plus dans un plan revendicateur et des actions vigoureuses pour obtenir des pouvoirs, mais davantage dans une collaboration sur des termes plus administratifs, là. Puis la question que je poserai à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui différencie votre approche, par exemple, en tout respect de l'approche du Parti libéral, qui aussi fait des demandes à Ottawa et des ententes administratives? Je pense que ce qui différencie notre approche fondamentalement de la vôtre, c'est qu'on n'a pas l'intention ni la volonté de faire un référendum pour faire en sorte que le Québec se sépare pour obtenir des pouvoirs. On veut le faire par la négociation raisonnée, par des ententes asymétriques, par des transferts sans condition, par le respect de nos champs de compétences. On est à la quête de stabilité, puis ce à quoi faisait référence notre collègue de Jean Lesage, c'est ce que les Québécois, Québécoises attendent de nous, de la stabilité dans un monde de mouvance internationale. 1 minute 20 secondes, M. le député Vous dites, M. le ministre, c'est que vous dites à Ottawa d'emblée que le rapport de force que peut amener l'idée de se gérer nous-mêmes, vous n'allez pas l'utiliser. Vous dites à Ottawa, si on n'a pas de concession, si on ne va pas obtenir ces pouvoirs-là, si le Québec se louisianise, par exemple, comme disait M. Legault, bien, vous n'irez pas au bout de la logique ou des conséquences que pourrait amener un rapport de force qu'aurait, par exemple, la souveraineté. Vous êtes en train de dire à Ottawa, finalement, vous pouvez me dire non, il n'y aura pas de conséquences. Quand on négocie, quand on ne veut pas chicaner, on ne travaille pas avec des noms. Moi, j'ai jamais eu de nom d'un collègue avec qui je négociais, d'un homologue. On fait des discussions qui sont au bénéfice
du Québec et qui génère des résultats concrets dans tous les champs d'activité qui relèvent des compétences exclusives des provinces, particulièrement du Québec. Et je le répète, la laïcité, la langue française, on a eu 147 ententes. 147 ententes en 2025-2026. Allez-y. Mais ça n'a pas empêché quand même Ottawa, encore une fois, dans sa dernière mise à jour économique, d'intervenir en main-d'œuvre, un dossier où il y avait une entente là, avec le Québec en 97. Écoutez, le lendemain, avec le ministre des Finances à Ottawa, et pour lui mentionner que c'était un champ de compétences, l'expertise est au Québec, la formation de la main-d'œuvre, on veut que ce soit reconnu. Merci et beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député de La Fontaine, pour 14h32, s'il vous plaît. Ah, Monsieur le Président, la chicane. J'aime pas ça, la chicane. Je vais calmer le jeu un peu. Ben, il y a le ton monté. Non, quand même. Vous savez que moi, quand J'ai le ton beaucoup monte... d'estime pour... on se l'est dit d'ailleurs avant de commencer l'étude des crédits, on s'apprécie beaucoup. Voulez-vous, je voulais investir de mon temps pour amener la branche d'olivier. Parce que quand le ton monte, moi, je décroche dans ce temps-là. Je viens nerveux. Alors, on va finir là-dessus. Observatoire de recherche sur les enjeux constitutionnels, rapidement. Sur le 100 000 $ qui va être mis annuellement pendant 5 ans là-dedans, est-ce qu'il est prévu qu'il y aura, sous quelque forme que ce soit, rémunération honoraire payée à qui que ce soit? Avec votre consentement, je vais le vérifier. Oui, allez-y. Oui, consentement. Oui, bonjour. Pour répondre à la question, Monsieur le Président, il y a 100 000 par année et il est prévu un 18 % de frais de gestion aux 2 établissements universitaires, comme on le disait tantôt. Donc, c'est le contrat c'est l'entente qui a été convenue entre le gouvernement et les 2 établissements pour l'Observatoire de recherche. Et à partir de ça, il y a différentes activités, comme il y a eu un colloque sur la Constitution dans la dernière année, etc. Et... Parfait. Est-ce qu'il est possible, en vertu de ce contrat-là, que le professeur Guillaume Rousseau puisse obtenir un paiement d'honoraires ou d'un frais, quoi que ce soit, ou non, ce serait purement administratif, ce 18 %-là? C'est des frais de gestion administratifs. OK. Serait-il possible, Monsieur le Président, d'avoir copie des 2 contrats? C'est l'entente avec les universités. OK. En fait, vous référez à l'entente qui était faite avec l'Université de Sherbrooke puis l'Université du Québec en Outaouais. Donc, il n'y a pas d'enjeu, mais oui, on peut s'engager à vous partager les 2 ententes avec les 2 facultés de droit. Là. Merci. Donc, Parce qu'il y en a la une. commission. C'est une entente pour les 2. C'est une entente. Merci. Donc, vous allez vous engager à faire parvenir le document à la commission. Merci beaucoup. Monsieur le député de La Fontaine. Merci beaucoup. Négociation avec le gouvernement Trump. Rappelons-nous que le premier ministre, prédécesseur de l'actuel premier ministre, avait dit quant à l'accord de libre-échange, et je le cite, « Plus vite on fait cette négo, plus vite on se débarrasse de l'incertitude ». Est-ce que c'est toujours la politique du gouvernement? Oui, puis simplement réitérer que c'est une révision qui est prévue, pas une renégociation. Et je pense que les impératifs qui ont été partagés par la première ministre du Québec et constamment dans les dernières années, c'est on a des défis de diversification de nos marchés. Je vais partager avec vous une donnée probablement que vous savez, mais moi qui m'interpelle énormément. Les exportations de biens et services du Québec vers le Canada ont atteint 101,1 milliards de dollars en 2025, alors que les importations sont de 96,9 milliards de dollars. Ça fait un volume d'échange de 198 milliards, un surplus commercial de 4,2 milliards en faveur du Québec. Et dernier point, ça représente 16,4 % du PIB québécois. Donc, on a un marché de proximité et moi, j'ai l'intention de m'impliquer dans des activités de diplomatie économique pour... Merci. Monsieur le député de La Fontaine, s'il vous plaît. Oui.
à la lumière de ce que vous me dites là, si d'aventure il y avait un référendum, je sais que vous seriez dans le camp du non. N'est-ce pas? Je serais dans le camp des Québécois qui ne veulent pas de référendum. Si, en avant. S'il y avait un référendum, je serais dans le camp, encore une fois, des Québécois qui ne veulent pas de référendum et je serais dans le même camp que vous. Le camp du non. Oui. Avez-vous la même assurance pour l'ensemble de vos collègues du caucus caquiste? Oui, j'ai... Ah, pardon? Évidemment, non, mais la même assurance. En fait, je ne peux pas me mettre dans les souliers de chacun de mes collègues. Est-ce que certains de mes collègues pourraient voter en faveur de la séparation? Je sais que tous mes collègues sont du même avis, qu'on n'a pas besoin de référendum qui générerait énormément d'instabilité, particulièrement au plan économique. Et je reviens au mot-clé. On est une coalition. Est-ce qu'il y en a qui pourraient voter oui? C'est extrêmement hypothétique. Possiblement, probablement, mais moi, je ne m'exprimerai pas. On vit dans une société qui est démocratique. C'est le pouvoir de chaque individu de voter en fonction de ses convictions puis de ses aspirations. Et si j'ai des collègues qui pourraient voter oui, ils ne veulent pas de référendum. Ils sont conscients que les Québécois, majoritairement, ne veulent pas l'instabilité qu'un référendum provoquerait au Québec. Mais on s'entend, ils voteraient oui. Une fois rendus là, ils voteraient oui. C'est quoi votre pointage au sein du caucus? Le oui passe-tu ou le non passe au caucus de la CAQ? On est dans une coalition. Est-ce qu'il y a des membres du Parti libéral du Québec actuellement qui pourraient être tentés de voter oui? C'est une question qui est purement hypothétique. Donc, je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais vous êtes meilleur que moi de dire qu'il n'y a aucun membre du Parti libéral du Québec qui pourrait voter oui. On ne le sait pas. En fait, moi, je reviens au mot-clé. On est une coalition. Il y a des personnes qui sont plus nationalistes que d'autres, mais tous sont en faveur de la collaboration et je n'en connais aucun dans mes collègues qui sont en faveur de la chicane. Oui, mais on en connaît une couple qui voterait oui pareil. Est-ce qu'on peut avoir par engagement du ministre, est-ce que le ministre pourrait, parce qu'il est le ministre responsable des relations canadiennes, est-ce que le ministre pourrait prendre l'engagement, Monsieur le Président, de faire le tour de ses collègues et nous ramener le pointage si le oui passe au caucus de la CAQ? La réponse est non. Vous ne prenez pas l'engagement? Ben non. Hey, on aimerait ça savoir aussi à la maison. On aimerait ça savoir. Je pense que Louis aurait de bonnes chances au caucus de la CAQ, Monsieur le Président. Mais le ministre est déjà pointé, lui. Totalement en désaccord avec ça. Parfait. C'est purement hypothétique. On est une coalition. On vit dans un contexte démocratique et tous sont d'avis et tous adhèrent au souhait de la majorité des Québécois québécoises qu'un référendum aurait un effet déstabilisateur dans un contexte international où on a besoin de stabilité, de diversification de nos marchés, d'accroître nos productivités et de travailler pour améliorer la capacité de payer. Monsieur le député de La Fontaine. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit oui, c'est toujours la politique de ce gouvernement. Je recite le premier ministre, plus vite on fait cette négo, plus vite on se débarrasse de l'incertitude. Vous avez dit oui, c'est toujours notre politique. Mais que vaut la parole de Donald Trump? Bien, j'ai fait... tu sais, je suis un adepte de la négociation, puis c'est un peu une opinion personnelle. C'est sûr que c'est un personnage politique qui est totalement imprévisible, qui prend des décisions en fonction d'orientations qui ne sont pas compatibles avec les intérêts des entreprises du Québec dans plusieurs secteurs d'activité. On a vu les tarifs qui avaient été imposés souvent de façon unilatérale, de façon totalement incompatible avec l'ACEOM. Et donc, au-delà du concept qui est constamment partagé sur la place publique d'imprévisibilité, c'est un profil de négociateur auquel nous devons quand même s'adapter. Puis on a un processus de révision d'un accord qui est extrêmement important pour nos entreprises dans l'aluminium, dans l'acier, dans l'industrie forestière. On a
des priorités comme l'exception culturelle, on a la gestion de l'offre, on travaille sur ce sur quoi on contrôle. Et il y a beaucoup de mesures qui proviennent du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Vous le savez, collègues, des programmes pour soutenir l'investissement, pour accompagner les entreprises, notamment les PME, qui ont besoin de diversifier leur marché. Il y a énormément de personnes impliquées. Puis, est-ce qu'il y a des discussions sur l'opportunité d'attendre les élections de mi-mandat, ou y a-t-il des discussions autour, je prends pas position en faveur d'une option ou l'autre, autour de l'échéance des élections de mi-mandat pour accroître le rapport de force du Québec et du Canada? Pas à ma connaissance. OK. Quelles mesures seront rapidement déployées pour soutenir les entreprises québécoises et quelle est l'implication du fédéral? Parce que le fédéral peut arriver avec de l'aide. Êtes-vous partie prenante des discussions avec le fédéral qui viendrait soutenir la capacité du Québec, de l'État, d'aider nos entreprises dans ce contexte-là? Y a-t-il des discussions avec le fédéral? Puis est-ce qu'on va avoir de voix au chapitre parce qu'on ne veut pas que le fédéral arrive avec ses propres critères et ainsi de suite, mais on veut être soutenu par notre gouvernement fédéral? Quel est le niveau d'avancement des discussions là-dessus, d'un partenariat pour soutenir nos entreprises, sous le leadership du Québec, évidemment? Bien, il y a eu des actions en matière de commerce interprovincial. Il y a eu des discussions dans le contexte de la loi C5 pour permettre des projets d'intérêt national. Il y a eu aussi le projet de loi, le Q5 aussi, et le PL 112 pour permettre la mobilité de la main-d'œuvre, puis la possibilité de permettre à des produits en provenance du reste du Canada de venir au Québec dans le respect de nos mesures, de nos programmes. Il y a eu des contre-mesures tarifaires. Souvenez-vous, collègues de La Fontaine, le 25 % sur certains produits américains, dont l'acier, l'aluminium, les véhicules automobiles. Il y a aussi le 25 % dans les marchés publics pour les entreprises américaines. Puis il y a évidemment toutes les réponses spécifiques du Québec aux tarifs américains pour soutenir les entreprises québécoises qui sont visées de façon particulière par... Mais présentement, y a-t-il des discussions auxquelles vous seriez partie prenante pour une aide additionnelle Québec-Ottawa? Ah, il y a des discussions constantes, et notamment avec mon collègue au ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Et oui, on sera... Il y a eu comme la mise à jour économique, il y a des enjeux qui sont l'objet de discussions constantes. Parce que la collaboration, ça implique d'abord d'avoir des discussions raisonnées et d'être préoccupé de façon continuelle par la défense de nos intérêts puis le respect de nos champs de compétences. Mais oui, il y en a constamment. Merci. Par mes collègues, avec leurs homologues fédéraux. Et nous, d'ailleurs, j'ai eu une conférence... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'il me reste 2 minutes, même pas. À titre de ministre responsable des Relations canadiennes, quel est le niveau de discussion entre Québec et Ottawa en lien avec le dossier Terre-Neuve-Churchill Falls? En ce qui concerne le SQRC, là, je vous dirais qu'on est peu impliqué parce que c'est une entente qui a été faite beaucoup avec le cabinet du premier ministre, avec Hydro-Québec et avec Hydro. Ben oui, absolument. Donc, on a été peu impliqués, mais évidemment, on est extrêmement attentif au suivi. Comme vous le savez, il y a eu un rapport qui a été émis le 19 mai dernier par un comité d'experts nommé par le gouvernement terre-neuvien. Il y a eu le 14 mai le gouvernement fédéral qui a publié sa stratégie Propulser un Canada fort. Donc, il y aura une rencontre incessante entre la première ministre du Québec, Mme Fréchette, et le premier ministre de Terre-Neuve, M. Wakeham. Il faut trouver un équilibre parce que c'est une entente qui est tellement cruciale pour l'avenir et la sécurité énergétique du Québec. Ouais. 30 secondes, M. le ministre. M. le député, pardon. Êtes-vous, pas tout de suite, M. le Président, êtes-vous au fait, et est-ce que vous êtes tenu au fait
de ce qui pourrait être la participation du fédéral et s'assurer que le Québec, les compétences du Québec soient respectées, le cas échéant, dans une participation du fédéral. 10 secondes, Monsieur le ministre, rapidement. 10 secondes. Ben, écoutez, même si j'étais informé, c'est des discussions internes là, qui demeurent confidentielles et qui sont vraisemblablement entre le cabinet de la première ministre et le cabinet du premier ministre canadien. Donc, je ne me risquerais pas à briser la confidentialité. Monsieur